Bienvenue à toi, explorateur de l'étrange, curieux de l'inexplicable, chercheur de vérité. Tu viens d'entrer dans un sanctuaire où le savoir rencontre le mystère, où chaque question mène à 1000 autres, et où l'histoire, celle que l'on t'a enseignée, pourrait bien n'être qu'un mirage. Tu es sur Mystère et Savoir, la chaîne où les secrets les mieux enfouis de l'humanité refont surface, où les civilisations disparues reprennent la parole et où les mythes cessent d'en être. Aujourd'hui, une énigme vertigineuse nous attend. Qui était vraiment la toute première civilisation de l'humanité? Les Sumériens? Les Égyptiens? Les peuples de l'Indus? L'Atlantide? Ou peut-être quelqu'un d'autre, oublié des livres, mais gravé dans la pierre? Prépare-toi à remettre en question ce que tu croyais savoir, car au fil de ce récit immersif, tu découvriras des indices troublants, des artefacts impossibles, des textes oubliés et des vérités que certains préféreraient garder dans l'ombre. Alors, installe-toi confortablement, active bien les notifications, et si tu es passionné par les mystères de notre passé, n'oublie pas de t'abonner à Mystère et Savoir et de liker cette vidéo, non seulement pour soutenir notre quête de vérité, mais aussi parce que ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta perception du monde à jamais. Prêt à plonger dans l'inconnu? Alors commençons. L'histoire telle que nous la connaissons commence avec les premières écritures, autour de 3500 AVJ. Les manuels scolaires nous parlent des Sumériens en Mésopotamie, des pharaons égyptiens, des civilisations de la vallée de l'Indus et des grandes cités mayas. Mais que se passe-t-il avant cela? Avant les temples, avant les pyramides, avant les tablettes d'argile? L'histoire officielle appelle cela la préhistoire. Une période floue, obscure, peu documentée, que l'on résume souvent par des grottes ornées, des pierres taillées, des tribus nomades et une humanité encore à peine éveillée. Mais, et si on vous disait qu'il existe des preuves troublantes que des civilisations évoluées, organisées et technologiquement avancées auraient existé des millénaires avant les Sumériens? Des indices que les archéologues hésitent à commenter, que les manuels d'école ignorent, et que certains chercheurs indépendants brandissent comme les fragments d'une vérité oubliée. Bien plus loin que les 6000 ans d'histoire officielle. Là où les légendes rejoignent les faits, où les mythes pourraient bien être des mémoires, et où l'humanité, telle que nous la connaissons, pourrait ne pas être la première. Göbekli Tepe. Le temple qui réécrit l'histoire. Tout commence dans le sud-est de la Turquie, en 1994. Un archéologue allemand, Klaus Schmidt, découvre un site étrange près de la ville de Şanlıurfa. Un tertre, apparemment banal, que les paysans appelaient Potbelly Hill, la colline au ventre rebondi. En creusant, il tombe sur des structures mégalithiques massives, des piliers de pierre disposés en cercle, certains pesant plus de 20 tonnes. Le site sera nommé Göbekli Tepe. Les datations au carbone créent un choc mondial. Le temple aurait été érigé vers 9600 avant la Japsé, soit plus de 6000 ans avant les pyramides d'Égypte, 7000 ans avant Stonehenge, et même avant l'invention de l'agriculture. Comment un peuple prétendument primitif, chasseur-cueilleur, aurait-il pu construire une structure aussi complexe? Avec des colonnes de plusieurs tonnes, des gravures de symboles et d'animaux, une planification architecturale avancée et une orientation astronomique précise? Et le plus mystérieux? Le site semble avoir été volontairement enterré il y a des milliers d'années, comme si ses bâtisseurs avaient voulu le préserver, ou le cacher. Göbekli Tepe pose une question fondamentale. Et si l'histoire humaine avait commencé bien plus tôt que nous le pensions? Les énigmes mégalithiques. Mondiales. Göbekli Tepe n'est pas un cas isolé. À travers le monde, on retrouve des structures mégalithiques défiant toute logique historique. Dans les montagnes de Java, un mont couvert de végétation cachait depuis des siècles ce que l'on pensait être une colline volcanique naturelle. Mais en 2011, des études géologiques révèlent une structure pyramidale massive, faite de pierres taillées et de chambres souterraines. Les premières couches sont datées d'environ 2500 AVT, JC.
Mais plus profondément, on découvre des couches datées de 10 000, voire 20 000 AVT. J.C. Cela signifie qu'une civilisation aurait pu exister durant l'ère glaciaire et aurait été capable de construire un complexe architectural monumental. Encore une fois, les datations bouleversent les chronologies traditionnelles. Nan Madol, Micronésie. Perdue au milieu du Pacifique, cette cité construite sur des lagunes est composée de 92 îles artificielles reliées par des canaux. Les blocs de basalte utilisés pour construire ces structures pèsent jusqu'à 50 tonnes. La tradition orale locale parle d'une civilisation venue des étoiles, ou d'un empire oublié englouti par les flots. Nan Madol rappelle étrangement les descriptions de l'Atlantide par Platon. Baalbek, Liban. Le temple de Jupiter à Baalbek contient certains des plus grands blocs de pierre jamais taillés et déplacés par l'homme. L'un d'eux pèse plus de 1000 tonnes. À ce jour, aucune technologie moderne ne permettrait de les transporter facilement. Et pourtant, ces blocs sont là, parfaitement alignés, formant une base mégalithique ancienne sur laquelle les Romains ont ensuite bâti leur propre temple. Mais qui a placé ces blocs? Et quand? Une mémoire génétique du déluge? Plusieurs civilisations antiques, de la Mésopotamie à la Grèce, en passant par l'Inde, l'Amérique centrale et la Chine, racontent le même récit. Celui d'un déluge cataclysmique ayant anéanti une civilisation entière. L'épopée de Gilgamesh parle de la destruction de l'humanité par les dieux. La Bible décrit le déluge de Noé. Les textes védiques évoquent Manu, sauvé sur un bateau. Les Mayas parlent de cycles de création détruits par l'eau. En Afrique, les Dogons parlent d'ancêtres venus du ciel, détruits par la colère divine. Pourquoi ces récits sont-ils si similaires, alors qu'ils proviennent de cultures séparées par des océans et des millénaires? Serait-ce une mémoire collective d'un cataclysme réel, peut-être causé par la fin de l'ère glaciaire vers 11 600 JC, quand les glaces ont fondu rapidement, provoquant une montée brutale des eaux? Est-ce à ce moment que la première civilisation de l'humanité aurait disparu, ne laissant que des vestiges que nous refusons encore de reconnaître comme tels? Des outils, pas si primitifs. Des découvertes archéologiques viennent également troubler notre vision linéaire du progrès. À Puma, Punku, Bolivie, des blocs de pierre sont découpés avec une précision quasi industrielle, avec des angles parfaits, des canaux percés, des emboîtements sophistiqués. Comment ces peuples auraient-ils pu réaliser cela sans outils en métal? À Tiahuanaco, toujours en Bolivie, on découvre des structures orientées avec une précision astronomique, mais qui auraient été bâties avant que le pôle sud ne soit dans sa position actuelle, selon certaines études géologiques. En Afrique du Sud, dans la région de Mpumalanga, des cercles de pierre vieux de 75 000 ans ont été retrouvés. Certains chercheurs affirment qu'ils formaient un réseau énergétique, une sorte de grille ancienne dont la fonction exacte reste inconnue. Et si tout commençait bien avant? Et si l'histoire humaine n'avait pas commencé en Mésopotamie, mais dans un temps oublié? Un temps avant les annales écrites, avant les royaumes et les empires? Un temps où des hommes, dont nous avons perdu la trace, ont élevé des monuments pour l'éternité, et puis ont disparu. La terre, dit-on, oublie vite. Mais parfois, entre les sédiments et les mensonges, la vérité cherche à refaire surface. Tout commence en Grèce antique. En 360, J.C., Platon, philosophe éminent et héritier de Socrate, écrit 2 dialogues devenus célèbres, Timée et Critias. Dans ces textes, Platon affirme que 9000 ans avant son époque, existait une île d'une richesse et d'une puissance inégalée, l'Atlantide. Selon lui, cette civilisation aurait été située au-delà des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar actuel, dans un vaste océan. Elle était dotée de palais recouverts d'or, de canaux ingénieux, de ports immenses et d'une armée redoutable. Les Atlantes, dit-il, avaient conquis de nombreuses régions du monde connu, jusqu'à ce qu'ils deviennent arrogants et corrompus. Et alors, en une seule nuit de feu et d'eau, l'Atlantide aurait été engloutie dans l'océan, effacée des terres et des mémoires. Beaucoup crient au mythe, à la métaphore politique. D'autres, cependant, y voient un témoignage réel d'un événement cataclysmique transmis à travers les siècles.
Mais Platon a-t-il tout inventé? Ou a-t-il transmis des fragments d'une mémoire ancestrale venant de plus loin encore? Platon affirme avoir reçu ce récit de son ancêtre Solon, un sage et législateur d'Athènes, qui lui-même l'aurait entendu des prêtres égyptiens de Saïs, lors de son voyage en Égypte. Ces prêtres auraient ouvert leurs archives à Solon, lui montrant des cartes anciennes, des tablettes gravées, et lui révélant que les Grecs avaient oublié leur véritable passé. Ce sont ces archives, aurait dit Platon, qui racontèrent l'histoire de l'Atlantide. Pourquoi l'Égypte? Parce que c'est l'une des rares civilisations antiques à avoir survécu au déluge, selon de nombreuses traditions. Ces temples, ces hiéroglyphes et ces prêtres auraient conservé la mémoire d'un monde englouti, à une époque où le Nil était jeune et où les étoiles n'étaient pas encore dans leur position actuelle. Une catastrophe réelle? La science moderne, elle aussi, commence à redécouvrir ce que les anciens savaient peut-être déjà. Vers 9600 avait l'ère J.C. La Terre connaît un événement climatique extrême, la fin de la dernière ère glaciaire. Cette période, appelée Younger Dryas, voit un réchauffement brutal, une montée rapide des eaux, et possiblement l'impact d'un astéroïde ou d'un fragment cométaire, comme le suggèrent les recherches du physicien Randall Carlson ou de l'auteur Graham Hancock. Ce cataclysme aurait pu provoquer la submersion de terres entières, y compris celle que Platon appelait Atlantide. Des simulations géologiques montrent qu'entre 12 000 et 9 500 avec J.C., le niveau des océans monte de plus de 100 mètres, engloutissant d'énormes portions de terre côtière. Des îles entières, des continents secondaires, des villes, auraient pu être effacés à jamais. Mais parfois, les vestiges de ces mondes refont surface. Depuis des siècles, les chercheurs de l'Atlantide explorent les cartes anciennes, les témoignages antiques et les anomalies géologiques. Voici quelques pistes troublantes. Les Açores et le plateau des Açores. Situées au milieu de l'Atlantique Nord, les îles des Açores reposent sur une élévation sous-marine gigantesque. Des études bathymétriques montrent qu'un vaste plateau continental aujourd'hui submergé aurait pu être émergé il y a plus de 10 000 ans. Certains affirment qu'on y retrouve des structures rectilignes, des formes pyramidales, visibles sur certaines images satellites. Doggerland, mer du Nord. Moins connue, cette région engloutie entre l'Angleterre et le Danemark était, pendant l'ère glaciaire, une vaste plaine fertile. On y a retrouvé des outils, des ossements humains, des traces de villages. Tout un monde oublié, avalé par la mer vers 6000 J.C. Un parfait exemple de civilisation engloutie, réelle et prouvée, qui valide la possibilité d'un scénario Atlantide, la crête de Mid-Atlantique. Certains chercheurs indépendants affirment que des alignements de murs ou terrasses existeraient sur cette crête océanique, à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Des expéditions, comme celle du navire USS Sarsfield dans les années 1960, auraient rapporté des formations étranges au fond de l'Atlantique. Mais les données ont été classées ou ignorées. Et si tout concordait? Reprenons. Platon parle d'un continent, au-delà des colonnes d'Hercule, détruit vers 9600 J.C. Les géologues modernes identifient un événement climatique global exactement à cette époque. Les traditions du monde entier parlent d'un déluge, de terres englouties, de peuples disparus. Des structures sous-marines, comme à Yonaguni, Japon, à Cuba ou en Inde, laissent penser à des cités côtières aujourd'hui englouties. L'égyptologie, les cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, et les anomalies géographiques pointent toutes vers l'existence de connaissances avancées très anciennes. La question n'est donc plus « l'Atlantide a-t-elle existé ?» mais plutôt « pourquoi refuse-t-on encore d'y croire ?» L'héritage atlante? Si l'Atlantide a bien existé, et si elle fut anéantie comme le disent les textes, alors, qui a survécu? Certains pensent que des réfugiés atlantes se sont répandus dans le monde après le cataclysme, apportant avec eux leur savoir, leur science, leur architecture. Des mythes parlent de dieux venus de la mer, d'êtres barbus venus instruire l'humanité. En Égypte, Thoth. En Mésopotamie, Oannès. En Amérique, Quetzalcoatl et Viracocha. En Grèce, Prométhée.
Et si tous ces dieux civilisateurs étaient en fait les derniers Atlantes, survivants d'un âge d'or perdu, tentant de reconstruire ce qu'ils avaient perdu, vers la source de toutes les civilisations? Ainsi, et si l'Atlantide n'était pas une fin, mais un commencement? Et si toutes les civilisations connues aujourd'hui, Égypte, Sumer, Inde, Chine, Maya, n'étaient que les héritières fragmentées d'une civilisation mère, beaucoup plus ancienne, beaucoup plus avancée et volontairement oubliée? Peut-être que le mythe de l'Atlantide n'est pas une légende, mais un souvenir lointain, un avertissement ou un secret gardé. Nous ne prétendons pas ici avoir toutes les réponses, mais les coïncidences, les faits ignorés, les preuves immergées, les textes anciens, les connaissances astronomiques perdues, tout semble pointer vers une réalité plus vaste, plus ancienne, plus enfouie que ce que notre histoire officielle veut bien nous montrer. Ouvrez n'importe quel texte sacré, la Bible, les Védas, le livre des morts égyptiens, les tablettes sumériennes, le Popol Vuh Maya. Tous vous parlent d'un âge d'or oublié, d'être venu du ciel ou surgi de la mer, de savoir divin transmis à l'homme, de destruction par l'eau ou le feu, et de renaissance du monde. Mais, et si ces histoires n'étaient pas que symboliques? Et si elles étaient les souvenirs déformés d'une civilisation réelle, très ancienne, mais effacée du temps? Commençons par un texte que beaucoup croient connaître. Les fils de Dieu et les filles des hommes. Dans la Genèse, chapitre 6, verset 4, « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et qu'elles leur donnèrent des enfants. » Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Qui sont ces fils de Dieu? Et qui étaient ces géants appelés Néphilim? Certains théologiens les interprètent comme des anges déchus, mais d'autres, chercheurs alternatifs, anthropologues indépendants, affirment que ce texte fait référence à une civilisation avancée, venue d'ailleurs ou d'un autre âge, qui aurait hybridé l'humanité et donné naissance à une lignée semi-divine. C'est cette lignée qui aurait régné dans le monde ancien, avant le déluge. Le déluge, mythe ou mémoire. Noé, son arche et la pluie diluvienne. Tout le monde connaît l'histoire, mais ce qui est fascinant, c'est que cette histoire existe partout. En Mésopotamie, mythe de Ziusudra ou d'Utanapishtim. En Inde, Manu sauvé par un poisson divin. En Chine, chez les Mayas, chez les aborigènes. En Afrique, en Scandinavie. Pourquoi toutes les civilisations ont-elles gardé le souvenir d'un déluge planétaire? Et surtout, pourquoi toutes situent-elles un avant et un après, une époque d'hommes géants, divins, pleins de sagesse, détruite par les dieux ou par la nature? Direction maintenant l'Inde, gardienne d'un des plus vastes corpus religieux de l'humanité, les Védas, vieux de plus de 4000 ans, selon l'archéologie officielle. Mais les prêtres védiques eux-mêmes affirment que ces textes sont la mémoire transmise oralement de cycles antérieurs, remontant à plusieurs dizaines de milliers d'années. Les Vimanas, machines volantes des dieux. Dans le Mahabharata et le Ramayana, il est fait mention de véhicules volants appelés Vimanas. Ces engins sont décrits avec des détails techniques saisissants. Propulsion par mercure et feu. Vols verticaux et horizontaux. Bataille dans le ciel. Vitesse fulgurante. Des passages parlent de lumières aveuglantes, de vents brûlants, d'explosions si puissantes que les arbres se désintègrent et que les poissons meurent dans l'eau. Certains chercheurs y voient la description d'armes nucléaires antiques. Et si ce n'était pas de la poésie? Et si les Védas nous parlaient d'une civilisation technologique très avancée, disparue, il y a des millénaires? Les Sumériens sont souvent désignés comme la première civilisation officielle, apparue soudainement vers 3500 J.C. Mais eux-mêmes affirment que leur savoir leur a été transmis par des dieux appelés les Anuna. Et surtout, qu'un être mystérieux est venu leur apprendre l'agriculture, l'écriture, la science. Oannes, un être mi-homme, mi-poisson, sorti de la mer. Qui était vraiment Oannes? Les textes disent qu'il n'était pas un dieu, mais un instructeur. Il parlait la langue des hommes, ne mangeait pas et retournait dans la mer chaque soir. Des savants modernes, comme Zecharia Sitchin,
affirment qu'il s'agissait peut-être d'un survivant d'Atlantide ou d'une civilisation maritime antérieure au déluge. La présence de ces figures mi-hommes, mi-dieux se retrouve aussi en Égypte, Thoth, en Amérique du Sud, Viracocha, au Japon, les Kappas, et dans la mythologie nordique. Le motif est toujours le même, des êtres venus enseigner à l'humanité après un grand cataclysme. L'Égypte aussi garde la trace de cette civilisation antérieure, le Zep Tepi, le temps des dieux. Les textes hiéroglyphiques parlent d'une époque appelée le Zep Tepi, le premier temps, où les dieux régnaient sur la terre avant les pharaons. Durant ce temps mythique, les dieux avaient des noms précis, Osiris, Isis, Seth, Horus. Mais selon certains chercheurs comme Robert Bauval et John Anthony West, ces dieux étaient en réalité des souverains humains divinisés, héritiers d'une connaissance astronomique et mathématique avancée. Thoth, dieu à tête d'ibis, est considéré comme l'inventeur de l'écriture, des mathématiques, de la médecine et de la géométrie sacrée. Il aurait écrit des milliers de livres, dont le fameux « Livre de Thoth », aujourd'hui perdu. Ces livres contiendraient le savoir de l'Atlantide, transmis aux Égyptiens après la destruction de leur terre d'origine. Et selon certaines versions du mythe, Thoth aurait bâti la grande pyramide comme coffre-fort de ce savoir. Un fait troublant. Dans toutes ces traditions, les dieux ne sont pas éternels, ont des corps, des vaisseaux, des technologies, interagissent physiquement avec les humains, et surtout, ils disparaissent tous après un grand désastre. Et si ces dieux n'étaient que les derniers représentants d'une civilisation avancée? Et si les temples, les pyramides, les mythes, les rituels n'étaient que les vestiges incompris d'un monde révolu, reconstruit par les survivants? Quand on recoupe la Bible et ses géants, les Védas et leurs engins volants, les Sumériens et leurs instructeurs de la mer, l'Égypte et son temps des dieux, les Mayas et leurs ancêtres venus du ciel, on remarque que le noyau est le même. Un monde ancien, guidé par des êtres puissants. Un cataclysme. Une humanité recommençant à zéro, mais avec des souvenirs confus. Et si nous n'étions pas la première civilisation avancée sur Terre, mais seulement la dernière, amnésique, fragmentée, essayant de retrouver son origine perdue? Et si les textes sacrés étaient des coffres-forts de mémoire? Pas de simples fables, mais des clés cachées, des archives métaphoriques d'un passé oublié. Les civilisations anciennes parlaient d'un temps révolu, d'une sagesse perdue, d'un âge d'or. Elles n'en faisaient pas des légendes, mais des fondations. Et peut-être qu'en les prenant au sérieux, sans dogme, sans moquerie, on peut retrouver les fragments d'une vérité plus grande que tout ce que l'histoire nous enseigne aujourd'hui. Imaginez ceci. Un marteau retrouvé dans une roche vieille de 100 millions d'années. Des sphères métalliques parfaitement polies datant de l'ère précambrienne, bien avant l'existence des dinosaures. Des cartes anciennes montrant l'Antarctique sans glace, dessinées bien avant l'invention du télescope. Et surtout, des structures souterraines géométriquement parfaites, qu'aucune technologie moderne ne saurait reproduire sans laser. Pourquoi personne ne vous en a parlé à l'école? Parce que ces objets remettent en cause le récit officiel. Parce qu'ils ouvrent la porte à une hypothèse interdite, celle d'une civilisation globale, avancée, prédiluvienne, disparue dans un cataclysme mondial. On les appelle les Oopart, out of place artifacts, ou objets hors de leur temps. Ils sont trouvés dans des couches géologiques qui précèdent l'humanité. Ils ne devraient pas exister, mais ils sont là. En 1934, un couple découvre un marteau fossilisé dans une roche datant du Crétacé, soit plus de 100 millions d'années. Analyse. Le bois est pétrifié, et la tête métallique est composée d'un alliage pur à 96% de fer, avec du chlore, ce qui empêche toute oxydation. Une technologie de forge inconnue, même aujourd'hui. Les sphères de Klerksdorp, Afrique du Sud. Vieilles de 2,8 milliards d'années, ces sphères sont faites de pyrophilite et présentent 3 rainures équidistantes gravées sur leur surface. Elles sont si équilibrées qu'elles pourraient tourner sur un axe parfaitement droit. Des outils, des repères, des capsules, aucune explication officielle satisfaisante. Avant le satellite,
Avant la conquête maritime moderne, certains navigateurs du Moyen Âge et de l'Antiquité avaient déjà cartographié le monde entier. Mais comment? La carte de Piri Reis, 1513. Elle montre l'Amérique du Sud avec précision. Mais surtout, elle montre l'Antarctique sans glace. Ce continent n'a été découvert qu'en 1820, et on ne l'a vu dégeler que via satellite dans les années 1950. Et pourtant, la carte turque de Piri Reis, d'après lui, aurait été copiée de cartes bien plus anciennes, héritées des grandes civilisations du passé. La carte de Bouache, 1737. Elle aussi représente l'Antarctique, avec ses rivières internes, aujourd'hui sous des kilomètres de glace. Selon plusieurs géologues, pour avoir cette vision, il faut remonter à au moins 10 000 ans avant notre ère, une époque où, officiellement, aucune civilisation n'existait. Allons sur le terrain, devant les pierres, devant l'évidence. Baalbek, Liban, le plus grand bloc taillé du monde. Poids, 1500 tonnes. Longueur, 20 mètres. Aucun engin moderne ne peut soulever cette pierre sans la casser. Et pourtant, elle repose sur une base parfaitement alignée, aux côtés de dizaines d'autres blocs, dans ce qui fut le temple de Jupiter romain, bâti sur des fondations beaucoup plus anciennes. Qui a déplacé ces blocs? Et surtout, comment? Sacsayhuaman, Pérou. Des murs faits de blocs polygonaux imbriqués avec une telle précision qu'on ne peut pas y glisser une feuille de papier. Certaines pierres font plus de 100 tonnes, taillées en 12, parfois 14 faces uniques. Pas de mortier, pas de traces de roue, pas de cuivre assez dur pour sculpter. Les Incas eux-mêmes disaient que ce n'étaient pas eux, mais les gardiens venus du ciel. L'archéologie physique est aussi riche en découvertes étranges qu'on n'ose pas enseigner. Les crânes allongés de Paracas, Pérou. Découverts en 1928, ces crânes ne sont pas déformés par bandage crânien comme on le pensait. Ils ont un volume cérébral supérieur de 25%, une structure osseuse différente, et surtout, leur ADN mitochondrial ne correspond pas à aucun peuple connu. Testés en 2014, les résultats sont formels. Ils ne sont ni amérindiens, ni africains, ni européens. Quelque chose d'inconnu s'est glissé dans le génome humain. Les journaux américains du 19e siècle sont remplis d'articles relatant la découverte de squelettes de plus de 2,5 mètres, parfois jusqu'à 4 mètres. Beaucoup ont été confiés au Smithsonian Institute. Mais aujourd'hui, il n'en reste aucune trace officielle. Des témoins affirment que ces découvertes ont été systématiquement écartées, car elles contredisent l'évolution linéaire de l'homme. Et si le plus gros de l'ancienne civilisation ne se trouvait pas au-dessus, mais sous nos pieds? Le réseau de tunnels européens. Des fouilles récentes ont révélé des tunnels interconnectés qui relient des zones d'Autriche, d'Allemagne, de Turquie et même d'Écosse. Certains font plus de 30 km. Parfait, lisse, géométriquement parfait. Ces tunnels datent de plus de 10 000 ans. Officiellement, à cette époque, les humains vivaient encore dans des cabanes rudimentaires. Alors, qui a creusé ces galeries? Avec quelle technologie? Et dans quel but? Derinkuyu, Turquie. Une ville souterraine capable d'abriter plus de 20 000 personnes, avec système de ventilation, puits d'eau, porte de sécurité. On ne sait pas qui l'a construite, ni quand. Mais elle semble avoir été faite pour se protéger d'une menace venue du ciel. Parmi ceux qui ont tenté de révéler ces vérités, nombreux sont ceux qui ont été discrédités, ridiculisés, voire réduits au silence. Michael Cremo, co-auteur de Forbidden Archaeology, Zechariah Sitchin, Tablettes sumériennes et hypothèses des Anunnaki, Graham Hancock, Civilisation mer engloutie, Robert Schoch, Érosion hydraulique du Sphinx, Erich von Däniken, Empreintes extraterrestres ou avancées technologiques anciennes, Andrew Collins, Brian Foerster, Linda Moulton Howe, tous ont été confrontés à la même réponse, le rejet du système académique. Pas parce qu'ils avaient tort, mais parce que leur vérité dérangeait. As-tu déjà entendu cette question? Et si nous n'étions pas la première civilisation avancée sur Terre? Et si, dans les tréfonds de la mémoire géologique, dans les couches de sédiments enfouis sous nos pieds, dans les contes anciens, se cachait le souvenir d'une ou plusieurs humanités perdues, des peuples puissants, savants, éclairés, balayés en un instant, comme une bougie soufflée par le vent. Ce n'est pas une fiction.
Ce n'est plus une théorie. Tous les peuples de la Terre, sans exception, parlent d'un grand déluge. Pas une pluie ordinaire, non. Un tsunami cosmique, une montée des eaux brutales, engloutissant des continents, éradiquant des cités entières. Les Mésopotamiens, l'épopée de Gilgamesh. Dans ce récit sumérien, Utanapishti, l'équivalent de Noé, construit une arche pour échapper à une vague envoyée par les dieux. La description du déluge est frappante. Le cœur des dieux se brisa. Les dieux pleuraient, repliés sur eux-mêmes, comme des chiens. Les Grecs, Deucalion et Pyrrha. Zeus, furieux des péchés des hommes, provoque un déluge qui efface l'humanité, sauf un couple protégé dans un coffre flottant. Les hindous, le déluge de Manu. Le dieu Vishnu, sous forme de poisson, prévient le sage Manu et lui ordonne de construire une barque. Manu survivra et repeuplera la terre. Les Mayas, les aborigènes, les Chinois, les Égyptiens. Partout, toujours, le même récit. Différentes langues, mêmes images. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un souvenir planétaire. En 2007, un groupe de scientifiques propose une théorie qui va bouleverser l'archéologie. Il y a 12 800 ans, une comète aurait explosé dans l'atmosphère au-dessus de l'Amérique du Nord. Conséquence: incendie massif sur tout le continent. Fonte brutale des calottes glaciaires. Élévation du niveau des mers de plus de 120 mètres. Refroidissement global connu sous le nom de Younger Dryas. Extinction de la mégafaune. Mammouths, tigres à dents de sabre. Mais surtout, disparition d'une civilisation ancienne? Beaucoup pensent que c'est à ce moment précis que l'Atlantide aurait été engloutie, ou que Göbekli Tepe a été enterré pour être protégé. Les pôles magnétiques de la Terre se déplacent constamment. Mais parfois, ils s'inversent brutalement, provoquant des tempêtes solaires incontrôlables. La destruction des réseaux électriques aujourd'hui, mais à l'époque, des civilisations entières, des tremblements de terre massifs, des dérèglements climatiques planétaires. Ces inversions, appelées excursions géomagnétiques, se produisent en moyenne tous les 12 000 ans. La dernière, le Dryas récent encore lui, et aujourd'hui, les pôles se déplacent à une vitesse jamais enregistrée. Sommes-nous à la veille d'un nouveau basculement? Un continent entier peut disparaître s'il est submergé. Et c'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui, au fond des océans. Dwarka, Inde. Une cité immergée au large des côtes indiennes, découverte par sonar, avec des rues, des murs, des temples, et datée à plus de 9000 ans avant J-Pressé. Les textes hindous parlent de Dwarka comme la cité du dieu Krishna, détruite par les flots. Yonaguni, Japon. Au sud de l'archipel japonais, des structures gigantesques ont été retrouvées sous la mer. Escaliers, plateformes, colonnes, naturelles, créées par l'homme? Les géologues se divisent, mais une chose est sûre, si c'est artificiel, cela remonte à une époque où l'homme ne devait même pas savoir bâtir. Cuba et les Caraïbes. En 2001, des chercheurs canadiens découvrent une mégastructure au large de Cuba. Pyramides, routes, places, le tout à 600 mètres de profondeur. Impossible sans que cette zone n'ait été au sec, il y a plus de 12 000 ans. Et si tout cela était cyclique? Les anciens le savaient. Les Mayas, les Hindous, les Dogons. Ils parlaient de grands cycles cosmiques de 12 000 à 26 000 ans. La grande année platonicienne. C'est un cycle de 25 920 ans lié à la précession des équinoxes. Les anciens peuples pensaient qu'à chaque fin de cycle, un grand cataclysme survenait, nettoyant la Terre pour rebâtir un nouveau monde. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'actuel cycle. Le prochain nettoyage serait-il imminent? Pourquoi refuse-t-on d'en parler? Pourquoi les livres d'histoire ignorent tout cela? Parce qu'accepter ces cataclysmes, c'est admettre que l'histoire humaine n'est pas linéaire, mais fragmentée. Que notre civilisation pourrait disparaître à tout moment. Que nous ne sommes pas uniques, mais les héritiers d'un cycle. Et cela fait peur. Mais chez Mystère et Savoir, nous croyons que connaître le passé, c'est protéger le futur. Et retracer ces cycles, c'est peut-être éviter de revivre leur fin.
dans presque toutes les traditions anciennes, des êtres venus d'ailleurs apparaissent après un cataclysme pour réenseigner aux humains les arts, les sciences, la loi, l'agriculture. En Mésopotamie, Oan, l'homme-poisson. Un être amphibien sortant de la mer enseigne aux hommes l'astronomie, l'écriture, l'agriculture, les lois civiles. Il apparaît après un déluge, tel un porteur de lumière. En Égypte, Thoth, le maître des étoiles. Dieu de la sagesse, des mathématiques, de l'écriture. Mais surtout, selon certains récits, il vient d'Atlantide, et ses textes, les fameuses tablettes d'émeraude, contiendraient les secrets de l'univers. Chez les Mayas et Aztèques, Quetzalcoatl. Un être à la peau claire, barbu, venu des étoiles, enseigne la médecine, l'architecture, la navigation. Il promet de revenir un jour. Ce récit n'est pas unique. Il se répète sur tous les continents. Comment expliquer une telle récurrence? Et si ces dieux étaient les héritiers d'un savoir oublié, venant d'une civilisation qui avait survécu? Les bâtisseurs des pyramides, des temples mégalithiques et des observatoires préhistoriques semblaient posséder des connaissances. En géométrie sacrée, en astronomie cyclique, en harmonie sonore, en magnétisme terrestre. Exemple frappant. La pyramide de Khéops. Alignée à 0,05 degrés du nord véritable. Dimension codant le nombre pi et le nombre d'or. Chambre de résonance acoustique. Emplacement sur le centre géographique de la masse terrestre. C'est une horloge, une encyclopédie, un outil énergétique, pas un simple tombeau. Tiwanaku et Pumapunku, Bolivie. Bloc de pierre pesant jusqu'à 100 tonnes. Angle découpé avec une précision micrométrique. Assemblage digne d'ingénierie moderne. Datation contestée. Certains archéologues estiment qu'elle daterait de plus de 15 000 ans. Et si des fragments de cette ancienne civilisation avaient survécu dans les écrits, mais codés, dissimulés dans les textes religieux, les mythes, les légendes, le livre d'Enoch. Texte apocryphe, retiré des canons religieux. Il parle des veilleurs, des êtres descendus du ciel pour transmettre la connaissance, et enseigne les mouvements des astres, les plantes médicinales, l'alchimie. Pourquoi ce texte est-il interdit depuis des siècles? Parce qu'il révèle une vérité ancienne trop proche de notre réalité? Les Védas et le Mahabharata parlent de guerres célestes, d'armes destructrices, de véhicules volants, les Vimanas. Ces engins seraient capables de traverser le ciel, l'espace, et même d'aller sous l'eau. Et les descriptions ressemblent étonnamment à celles de technologies modernes. Même dans la roche, des anomalies apparaissent. La pile de Bagdad. 2000 ans avant notre ère. Un petit vase contenant une tige métallique. Une fois rempli de liquide acide, il produit de l'électricité. Les cartes impossibles, comme celle de Piri Reis. Une carte du XVIe siècle montrant les côtes de l'Amérique du Sud et l'Antarctique sans glace. Or, l'Antarctique est censé être inconnue jusqu'au XIXe siècle. Qui a pu la dessiner? À partir de quelles cartes antérieures? Des survivants? Des héritiers d'une ancienne science géographique? Il existe une hypothèse fascinante. Certains membres de cette civilisation mère auraient survécu au cataclysme. Ils auraient voyagé, traversé les océans, pour enseigner aux peuples plus primitifs les arts, les mathématiques, la spiritualité. Ces survivants seraient les Nomos chez les Dogons, les 7 sages de Sumer, les maîtres de l'Atlantide en Égypte, les Védas Rishis de l'Inde antique, des missionnaires du savoir, chargés de réallumer la flamme de la connaissance. Et ce flambeau nous est parvenu, à travers les âges. Et si le temps était venu de réactiver cet héritage oublié? Aujourd'hui, alors que la technologie explose, que le climat se dérègle, que les civilisations se confrontent, nous sommes à la croisée des chemins. Et l'histoire semble se répéter. Mais cette fois, peut-être ne referons-nous pas les mêmes erreurs, car le passé refait surface, doucement, et nous offre une seconde chance. Alors, qui était la première civilisation de l'humanité? Peut-être était-ce une civilisation mère, aujourd'hui oubliée, engloutie, effacée, mais qui continue de vivre à travers ses traces, ses légendes, ses bâtisseurs et ses survivants.
Elle n'est pas une fiction. Elle est une vérité codée dans la pierre, les étoiles et la mémoire humaine. Et peut-être, nous sommes ses enfants. Merci d'avoir écouté avec curiosité, avec ouverture, et surtout, avec cette soif de vérité qui nous rassemble ici, sur Mystère et Savoir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ces esprits rares, ceux qui ne se contentent pas des réponses toutes faites, ceux qui cherchent plus loin, au-delà des livres d'histoire, au-delà des apparences. Merci pour ta présence, ton attention, ta passion. Merci de nous avoir permis de partager cette incroyable épopée avec toi. Chaque vue, chaque commentaire, chaque « j'aime » sur cette vidéo est une pierre ajoutée à ce grand édifice du savoir que nous bâtissons ensemble. Ici, sur cette chaîne, nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous avons les bonnes questions. Et surtout, nous avons la volonté de chercher, ensemble. Alors si ce contenu t'a touché, intrigué ou simplement fait réfléchir, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager avec celles et ceux qui, comme toi, ressentent l'appel du mystère. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage. Toujours plus loin, toujours plus profond, toujours plus vrai. Ici, c'est Mystère et Savoir. Et toi, tu en fais maintenant pleinement partie. À très vite.